Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du chômage conjoncturel, aussi appelé chômage keynésien, qui est donc dû à une insuffisance de la demande anticipée par les entreprises et à une mauvaise situation économique de façon générale, qui donc pouvait être résolue par les politiques de relance de la demande, que ce soit à travers une politique budgétaire ou une politique monétaire, voire les deux. Maintenant, on va s'intéresser à d'autres formes de chômage qu'on classe de façon générale, d'ailleurs sous l'appellation chômage structurel. Alors je reviendrai plus en détail sur la notion de chômage structurel, mais globalement c'est le chômage qui n'est pas dû à la mauvaise situation économique, qui est plutôt dû à un mauvais fonctionnement du marché du travail. Là, on va se concentrer sur une forme bien particulière de chômage structurel, ce qu'on appelle le chômage classique, pas que c'est classique d'en trouver, mais simplement parce que c'est associé aux théories classiques et plutôt aux théories néoclassiques, qu'on appelle les économistes classiques et néoclassiques en économie, et qui justement ont théorisé cette forme de chômage, notamment fondée sur le coût du travail. Comment ça fonctionne exactement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le point de départ, le postulat de base de l'analyse néoclassique du marché du travail, c'est de considérer que le marché du travail est un marché comme un autre. Et que toutes les règles qu'on connaît à propos de n'importe quel marché, qu'on a vu du coup en première, se retrouvent à propos du marché du travail. Donc vous avez l'offre de travail qui vient des travailleurs et des travailleuses qui offrent leur force de travail. La demande de travail qui vient des entreprises qui demandent la force de travail des travailleurs et des travailleuses. Vous avez un prix du travail qui correspond en gros au salaire horaire, plus précisément au salaire horaire réel, c'est-à-dire en enlevant les effets de l'évolution des prix, mais ça c'est pas important. Du côté de l'offre de travail, c'est classique, il y a un arbitrage en fait entre le prix du travail et les loisirs, et donc plus finalement le salaire horaire est important, plus on est payé, plus on a un salaire important, plus on est prêt à sacrifier du temps de loisir pour travailler. Du côté de la demande de travail, elle est décroissante en fonction du prix du travail, parce que la demande de travail dépend notamment de la productivité du travail, et plus précisément de la productivité marginale du travail, donc ce que rapporte une unité de travail supplémentaire, donc soit ce que rapporte un travailleur ou une travailleuse supplémentaire, soit ce que rapporte une heure de travail supplémentaire. Et finalement, plus le travail coûte cher, plus le salaire horaire coûte cher, moins on va vouloir de travail, parce que si on prend plus de travail, plus de travailleurs, plus de travailleuses, ces personnes vont nous rapporter moins et vont nous coûter plus que ce qu'elles vont nous rapporter. Donc vous avez ce marché du travail. Offre de travail, demande de travail, offre de travail croissante avec le prix du travail, donc avec le salaire, et demande de travail décroissante avec le prix du travail, donc avec le salaire. Ça, c'est le postulat de base. Et donc, comme n'importe quel... Voilà, c'est mieux. Comme n'importe quel marché, quand l'offre de travail est égale à la demande de travail, on est à l'équilibre, et normalement, en concurrence pure et parfaite, il y a des tâtonnements, parfois on propose des prix trop élevés, parfois des prix trop bas, parfois des salaires trop élevés, parfois des salaires trop bas, mais globalement, les marchés doivent tendre vers l'équilibre, et puisque l'offre de travail et la demande de travail sont égales, il ne doit y avoir aucun chômage. Si le marché du travail fonctionne correctement selon l'analyse néoclassique, il n'y a pas de chômage. Donc le chômage en fait ne peut qu'être frictionnel, c'est-à-dire qu'il va simplement résulter de ces petits temps d'ajustement au niveau des salaires ou aussi du temps de recherche du travail, du recherche d'un nouvel emploi plutôt, et de se dire bon bah ok, vous êtes au chômage, il y a peut-être un emploi qui vous correspond, mais juste le temps de le trouver, il va y avoir cette période de chômage. Donc voilà, le chômage frictionnel, c'est justement un chômage qui est temporaire, qui ne dure pas longtemps et qui normalement du coup au niveau agrégé, au niveau national, n'est pas un niveau très important, qui résulte donc des ajustements sur le marché du travail, soit du délai de recherche d'emploi, soit des ajustements au niveau des salaires. Donc voilà, situation théorique, si le marché du travail fonctionne correctement, il y a juste un tout petit peu de chômage, mais rien d'important, rien qui mérite de s'inquiéter. Sauf que j'ai bien dit, si le marché du travail fonctionne correctement. Et donc, les analyses néoclassiques du marché du travail et du chômage vont mettre en avant le rôle des facteurs qui, en fait, empêchent le marché du travail de fonctionner librement et d'être en concurrence pure et parfaite.
ils vont plus particulièrement se concentrer sur l'intervention de l'État et des pouvoirs publics et la question du coût du travail et de la fiscalité. Alors, pour approfondir cette question, déjà, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a dans le coût du travail, parce que le coût du travail pour les entreprises, c'est pas la même chose que le revenu net pour les salariés. Et donc, petit rappel sur la distinction entre salaire brut et salaire net. En gros, donc c'est bien résumé par ce schéma. Vous avez ce que le schéma appelle le salaire super brut, qui en gros correspond au coût du travail pour les entreprises. Vous enlevez ce qu'on appelle les cotisations patronales. On obtient le salaire brut qui est affiché sur la fiche de paye, mais qui est finalement juste un chiffre indicatif parce que il faut encore enlever les cotisations salariales, la CSG et aujourd'hui l'impôt sur le revenu puisqu'il est prélevé à la source, et on obtient le salaire net qui est le salaire que reçoivent les salariés sur leur compte en banque à la fin de l'année, à la fin du mois, pardon. Donc là, on voit bien qu'il y a une distinction, on aura l'occasion de revenir là-dessus, parce qu'elle joue un rôle important entre le salaire super brut, le salaire super brut, le coût du travail pour les entreprises, et le salaire net reçu par les salariés. Donc voilà, je rajoute l'impôt sur le revenu qui n'était pas encore perçu à la source au moment où ce schéma a été fait, et qui a été rajouté depuis. En l'occurrence, quand on regarde la relation entre les cotisations sociales, le poids des cotisations sociales des entreprises et le taux d'emploi dans différents pays, on constate qu'il y a une corrélation négative entre les cotisations sociales et le taux d'emploi. Donc corrélation, ça signifie qu'il y a un lien entre les deux, qui peut être représenté en l'occurrence par une droite, et négative parce que cette droite baisse, c'est-à-dire qu'il y a une relation inversée entre le taux d'emploi et les cotisations sociales des entreprises. Plus les cotisations sociales sont importantes, plus le taux d'emploi est faible. C'est par exemple le cas de la France ou de l'Italie. Et à l'inverse, plus les cotisations sociales sur les entreprises sont faibles, c'est par exemple le cas du Danemark ou de la Suède, plus le taux d'emploi est important. Donc là, on a déjà un premier élément. Les cotisations sociales qui participent au coût du travail, plus sont un frein à l'emploi et donc sont une source du chômage. Autre institution dans la ligne de mire des économistes néoclassiques qui analysent le marché du travail, le salaire minimum. Alors dans l'absolu, le salaire minimum, c'est pas forcément un problème, mais c'est un problème si ce salaire minimum est fixé au-dessus du salaire d'équilibre. Le salaire d'équilibre, il est là, à ce niveau-là. Le salaire minimum, dans cet exemple, il est fixé au-dessus. C'est d'ailleurs pas forcément le salaire minimum légal qui correspond au SMIC en France, mais ça peut être aussi le salaire minimum qui résulte des négociations entre les représentants des chefs d'entreprise et les syndicats. Mais quand, du coup, le salaire minimum est fixé trop par rapport à l'équilibre théorique du marché du travail, en l'occurrence, du coup, la demande de travail qui vient des entreprises, elle s'arrête ici. L'offre de travail qui vient des travailleurs et des travailleuses, elle va jusque là. Et donc, il y a un décalage. Il y a plus d'offres de travail de la part des travailleurs et des travailleuses que de demandes de travail de la part des entreprises. Il y a plus de personnes qui souhaitent travailler un certain temps, plus par rapport à la demande de travail, aux emplois et aux heures proposées par les entreprises. Et donc, il y a du chômage. Plus des personnes qui souhaiteraient travailler, ça correspond à l'offre de travail, mais qui ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas assez d'emplois créés par les entreprises, pas assez de demandes de travail de la part des entreprises, qui correspond à, ici. Donc, chômage. Donc là, on vient de voir deux éléments qui sont des obstacles, selon les analystes néoclassiques, à l'emploi et sont des causes possibles du chômage. D'un côté, vous avez les cotisations sociales, de l'autre côté, qu'elles soient salariales ou patronales, ça c'est une distinction uniquement théorique qui dans la pratique n'a pas vraiment d'importance, et le salaire minimum. De façon générale, du coup, on résume ça dans la question du coût du travail. Plus le coût du travail est important, soit à cause du salaire minimum, soit à cause des cotisations sociales,
moins il va y avoir de demande de travail, même par rapport à l'offre de travail, et du coup, plus il va y avoir de chômage. Cette relation négative entre coût du travail et emploi, on vient de la constater empiriquement, avec des données statistiques, mais là, on n'a pas apporté d'explication. Donc, on peut expliquer justement le fait que le coût du travail soit un obstacle à l'emploi et soit une source de chômage de différentes façons. Tout d'abord, vous pouvez dire que ça joue en défaveur de l'arbitrage entre le travail et le capital. Pour réaliser une certaine tâche, une certaine activité, les entreprises ont le choix entre utiliser du travail, des travailleurs et des travailleuses, ou utiliser du capital, des machines. Plus le travail coûte cher si le coût du capital reste le même, plus on sera tenté de remplacer les travailleurs et les travailleuses par des machines. On peut aussi évoquer l'arbitrage entre différents pays. Si le coût du travail dans un pays augmente et coûte cher, on va remplacer les travailleurs et les travailleuses dans ce pays par des travailleurs et travailleuses d'un autre pays où le coût du travail est moins cher. Tout ça, ce sont des effets de substitution. On remplace le travail par autre chose, soit par du travail dans un autre pays, soit par du capital. Vous avez aussi des effets de revenus. Le coût du travail va gréver, va limiter les revenus et l'argent gagné par une entreprise. Or, plus une entreprise gagne d'argent, plus elle peut embaucher de personnes. Donc finalement, en augmentant le coût du travail, vous diminuez le revenu de l'entreprise et donc sa possibilité d'embaucher plus de personnes. Donc là, on voit que l'analyse néoclassique est globalement une analyse libérale qui cherche à enlever les institutions qui vont réguler le coût du travail et à dire il faut laisser les travailleurs et les travailleuses et les entreprises s'entendre librement et les règles du marché, le fonctionnement normal d'un marché en concurrence pure et parfaite va faire que on va trouver l'équilibre et ça va être en concurrence pure et parfaite. Sauf que ces théories-là se fondent, oublient certaines conditions de la concurrence pure et parfaite, notamment il faut qu'il y ait atomicité des acteurs, il faut qu'il y ait libre entrée et sortie. Alors sans revenir sur les 5 conditions de la concurrence pure et parfaite, il faut en gros que l'offre et la demande de travail soient à peu près égales et le même poids. Or, ce n'est pas exactement le cas généralement parce que vous allez avoir toujours une offre de travail pour avoir un salaire et aussi pour tout l'effet social que le travail peut représenter en termes de reconnaissance sociale, en termes de liens sociaux. Donc des gens vont vouloir travailler indépendamment du salaire, hein, ça se voit, contrairement à des opinions, des a priori qui voudraient que, tiens, il y a des gens qui fraudent et qui, ça vaudrait pas le coup de travailler parce que du coup, ces gens vont rester au chômage simplement parce qu'elles gagneraient plus d'argent sans travailler qu'en travaillant. Il y a des gens évidemment qui le font. Je ne dis pas que c'est absolument pas une réalité. Je dis que dans l'ensemble, quand même, les études scientifiques qui ont été menées sur ce sujet montrent plutôt que vous avez des personnes qui sont tellement attachées au travail qu'elles sont prêtes finalement à accepter une certaine perte de leurs revenus pour aller travailler. Parce que non seulement peut-être que vous gagnez plus techniquement en travaillant qu'en restant sans travailler, mais vous allez devoir payer le transport, l'essence ou un abonnement de transport collectif. Si vous avez des enfants, vous allez devoir trouver quelqu'un pour les garder. Donc tout ça fait que finalement, l'arbitrage entre travailler et ne pas travailler peut être économiquement pas intéressant, mais vous allez quand même le faire à cause du poids social que représente le travail. Et donc, puisque vous avez des gens qui veulent travailler, peu importe finalement un peu le niveau de salaire, ça c'est un avantage pour les entreprises. De même, il y a quand même moins d'entreprises que de personnes qui cherchent un emploi. Par conséquent, il n'y a pas exactement ce qu'on appelle l'atomicité des acteurs. Les entreprises ont un pouvoir de marché, ont un pouvoir plus important, une influence plus importante sur le salaire. Avoir un salaire minimum et d'autres institutions comme les cotisations sociales qui viennent réguler le fonctionnement du marché du travail peut en fait du coup rééquilibrer la relation entre l'offre et la demande de travail et mieux protéger les travailleurs et travailleuses qui sinon se feraient plus ou moins exploiter par les entreprises. Ça peut se voir par exemple quand on compare le salaire minimum aux États-Unis, en tout cas au niveau fédéral, car vous pouvez avoir d'autres salaires minimums dans chaque État, et le salaire minimum en France. Vous avez les chiffres sous les yeux, on voit bien que le salaire minimum aux États-Unis est plus faible qu'en France. Vous avez d'ailleurs un mouvement qui est repris par l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, pour monter le salaire minimum à $15. On verra si ça se concrétise. En tout cas, pour l'instant, c'est une promesse de campagne.
quand on compare l'évolution entre le salaire réel, donc en violet, et la productivité par tête donc depuis 1998, donc là ce sont des indices, ce ne sont pas des valeurs qui correspondraient à des valeurs réelles, notamment soit en dollars, soit en euros. On considère que dans les deux pays, le salaire réel et la productivité par tête est artificiellement à 0 en 98, et ensuite on voit comment ça évolue depuis 98. Si c'est au-dessus de 100, ça veut dire que ça augmente, et plus c'est au-dessus de 100, plus ça augmente. Et l'inverse, évidemment, si c'est en dessous de 100, ça veut dire que ça a diminué depuis 98. Donc là, on voit que aux États-Unis comme en France, le salaire réel comme la productivité ont augmenté depuis 1998. Bonne nouvelle. Mais on observe quand même une relation différente entre le salaire réel et la productivité par tête. En France, le salaire réel, notamment à partir de 2008, a continué à augmenter sur le même rythme qu'auparavant, alors qu'il y a eu un décrochage en termes de productivité par tête. Donc, le salaire réel est devenu plus important que la productivité par tête, alors que dans la théorie, ils doivent être égaux, parce que finalement, dans la théorie, une unité de travail doit coûter autant qu'elle rapporte. Là, vous voyez que, à l'inverse, puisque le salaire réel est plus important que la productivité par tête, une unité de travail coûte plus cher qu'elle ne rapporte. Donc là, en l'occurrence, justement, c'est pas anodin que ce décrochage ait lieu en 2008. Ça signifie qu'à cause de la crise économique, il y a une baisse de la productivité, un décrochage qu'ensuite s'est rattrapé, l'augmentation a repris, mais il y a eu décrochage, alors que les institutions qui encadrent le coût du travail en France ont empêché le salaire réel de baisser. Et donc il a continué sur le même rythme. Donc là, on a un problème, clairement, en France. D'après ces chiffres, le salaire réel semble trop important, le coût du travail semble trop important par rapport à la productivité, il faudrait le baisser. À l'inverse, aux États-Unis, vous avez la productivité par tête qui a augmenté et avec certes un léger ralentissement en 2008, mais léger, on n'a pas un décrochage, pas de chute à ce moment-là et ça reprend après, alors que le salaire réel a augmenté, mais finalement, il a augmenté surtout entre 1998 et 2004, on va dire, et ensuite il est resté à peu près stable, peut-être une légère augmentation, mais pas grand-chose. Et donc là, à nouveau, problème, décrochage, décalage entre la productivité par tête et le salaire réel, mais dans ce cas-là, la productivité par tête est plus importante que le salaire réel. Ça veut dire que les travailleurs et les travailleuses rapportent plus à leur entreprise que ce qu'ils gagnent. Et là, vous avez clairement un problème. Donc, dans cette situation, clairement, ça plaide en faveur d'une augmentation du salaire minimum pour justement mieux protéger les travailleurs et les travailleuses, avoir une meilleure reconnaissance de leur travail et mieux les rémunérer. Donc là, il faut bien retenir que le salaire minimum n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ça dépend des conditions du marché du travail. Peut-être qu'en France, en effet, pas que le salaire minimum d'ailleurs, mais tous les éléments qui entourent le coût du travail font que le coût du travail est trop important par rapport à la productivité. Mais dans d'autres cas, comme les États-Unis, tous les éléments autour du coût du travail, notamment le salaire minimum, ne semblent pas assez forts et il faudrait mieux protéger les travailleurs et les travailleuses. D'autres éléments semblent indiquer un coût du travail en France trop élevé par rapport notamment aux autres pays. Quand on compare par exemple le salaire minimum horaire en parité de pouvoir d'achat, donc en tenant compte justement des différences de pouvoir d'achat dans les différents pays, on voit que la France est clairement en tête, en tout cas des pays qui sont présentés sur ce graphique. Donc un salaire minimum en termes de pouvoir d'achat qui est plus élevé que le Royaume-Uni, que l'Allemagne par exemple. Quand on regarde le salaire minimum par rapport au salaire médian, quel est le salaire minimum divisé par le salaire médian, quel pourcentage ça représente, on voit que globalement en France, et il y a un clair décalage par rapport aux autres pays, le salaire minimum représente un peu plus de 60% du salaire médian. Alors que par exemple au Royaume-Uni, il est plutôt aux alentours de 45, même s'il a récemment augmenté et a dépassé les 50%. Quand on décompose les différents éléments du coût du travail au niveau du salaire minimum, on voit que globalement le salaire minimum joue un rôle important. Le salaire minimum français est clairement plus important par exemple que le salaire minimum espagnol ou américain, mais
qu'il y a aussi dedans clairement un poids des cotisations sociales, notamment salariales, puisque les cotisations sociales patronales sont très faibles, qui explique le fait que la France soit clairement, avec un coût du travail, notamment au niveau du salaire minimum, aussi important. Et c'est vrai que cet argument du coût du travail, il est valable probablement pour n'importe quel segment du marché du travail, mais il est encore plus important au niveau du salaire minimum. Ça va concerner plutôt des personnes peu qualifiées qui sont donc justement plus soumises à la concurrence à la fois des machines et des travailleurs et travailleuses des pays émergents et en développement. Et donc ce sont des personnes, donc clairement le coût du travail va jouer un rôle plus important pour ces personnes, pour le chômage de ces personnes, parce que clairement on pourra plus facilement les remplacer par des machines ou par des travailleurs et travailleuses d'un autre pays. Et alors, on arrive à la fin de la vidéo, donc je vais juste la résumer rapidement, parce que c'est pas mal de choses. Donc, l'analyse néoclassique du marché du travail considère que le marché du travail est un marché comme un autre, avec notamment une demande de travail qui vient des entreprises, qui est décroissante en fonction du prix du travail, c'est-à-dire en fonction du coût du travail. Donc tous les éléments qui vont augmenter le coût du travail vont jouer en défaveur de la demande de travail de la part des entreprises, donc en défaveur des emplois, et vont contribuer à augmenter le chômage. Dans ces différents éléments qui pèsent sur le coût du travail, vous avez le salaire minimum et les cotisations sociales, aussi bien patronales que salariales. Les cotisations sociales et le salaire minimum ne sont pas toujours des arguments en défaveur de l'emploi. Ça dépend évidemment de la situation concrète du marché du travail. Néanmoins, quand on compare la situation de la France à d'autres pays, il semblerait qu'il y a un problème de coût du travail par rapport à la productivité des travailleurs et des travailleuses françaises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée.